Comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, la plupart du temps, quand il y a une situation d'urgence, plusieurs véhicules devront s'y rendre. Et ce qui arrive souvent quand c'est le cas, c'est que s'ils se suivent de relativement près, le son du premier véhicule va masquer le son du suivant et ainsi de suite. Donc, pour cette raison, se fier uniquement au son avant de traverser l'intersection ne suffit pas, on doit bien regarder tout alentour. Maintenant, les sons de sirène sont aigus et irritants, et c'est le but. Comme ce sont des sons d'urgence, il faut évidemment qu'on les entende bien. Et la raison pour laquelle ils sont aigus est que les sons aigus sont ceux auxquels nous sommes le plus sensibles. Mais un problème avec les sons aigus est qu'il est souvent difficile de déterminer d'où ils viennent, en particulier quand on est à l'intérieur d'un véhicule. Et c'est surtout le cas à des endroits où il y a beaucoup de gros édifices ou autres grandes structures, car le son rebondit beaucoup entre eux et se propage partout. Donc à chaque fois qu'on entend une sirène, on doit être très attentif, vérifier les rétroviseurs et tout alentour du véhicule, et si on s'approche d'une intersection, on ne la traverse pas avant de s'assurer de savoir d'où vient le véhicule d'urgence. Et ça, même si on a une lumière verte ou qu'on s'apprête à traverser n'importe quel type d'intersection où normalement on aurait priorité. Maintenant, même si la direction du son est quelque chose qui est parfois difficile à déterminer, une chose que l'on peut mieux déterminer est le niveau sonore, c'est-à-dire le volume. Si le volume augmente, le véhicule d'urgence vient vers nous. S'il diminue, il s'éloigne. Donc, on peut se servir de ça pour prendre nos décisions. Maintenant, vous avez peut-être déjà vu, ou pourriez voir à l'avenir, des véhicules de police traverser une intersection en situation d'urgence avec les lumières d'urgence activées, mais pas les sirènes. Ce qui nous prend toujours par surprise. La raison en est que, dans certaines situations, ils se dirigent vers une scène de crime où le crime est toujours en cours, donc ils ne veulent pas avertir le criminel qu'ils arrivent, ils veulent l'attraper. En les avertissant avec le son des sirènes, là où les criminels pourraient avoir suffisamment de temps pour s'enfuir. Donc, dans des situations comme celle-ci, il n'y a rien de vraiment spécifique qu'on puisse faire, vu qu'on ne sait jamais quand ça peut arriver, à part bien sûr de toujours être prudent avant de traverser une intersection, même lorsque le feu est vert. C'est quelque chose que l'on devrait toujours faire de toute façon, juste un coup d'œil rapide des deux côtés avant de traverser l'intersection. En gros, on est conscient de ce qui se passe alentour avant de traverser un feu vert ou tout type d'intersection où on a la priorité, au lieu de simplement le faire à l'aveuglette en se disant que, puisque c'est notre priorité, rien d'inhabituel ne pourrait arriver. Ne vous inquiétez pas, les policiers sont formés pour faire ça en toute sécurité, ils ne vont pas traverser l'intersection à l'aveuglette, ils vont ralentir et vérifier attentivement. Et l'inverse est également vrai. Parfois, les opérateurs de véhicules d'urgence activent les sirènes, même lorsqu'elles ne sont pas absolument nécessaires. Par exemple, dans une situation où il n'y a pas d'intersection à traverser, ils pourraient quand même les activer pour le facteur psychologique. Ils veulent que les personnes impliquées dans l'accident sachent qu'ils arrivent bientôt, ce qui est important parce que dans ces situations, les gens sont généralement en état de choc. Ils ont besoin de tout le réconfort qu'ils peuvent avoir. Aussi, quelque chose que vous avez peut-être remarqué plus récemment à certains endroits, c'est des sons de sirène avec des fréquences plus basses ajoutées au son principal. En voici un exemple. Et pourquoi ces basses fréquences? Pour plusieurs raisons. Elles aident le son à voyager plus loin. Elles aident les gens à ressentir le son aussi, au lieu de simplement l'entendre, car les basses fréquences créent des vibrations. Et elles aident aussi à mieux localiser le son. C'est le même phénomène qui se produit quand on entend approcher une voiture avec de la musique forte. Quand la voiture est loin, on entend bien les basses fréquences, mais pas grand-chose d'autre. Plus elle s'approche, plus on commence à entendre les fréquences plus élevées. En passant, à beaucoup d'endroits, il est illégal de conduire avec de la musique trop forte. Non seulement on est en train de troubler la paix publique, mais ça peut également masquer le son d'un véhicule d'urgence à proximité. Donc non seulement il devient plus difficile pour les gens alentour d'entendre un véhicule d'urgence, mais on risque aussi de ne pas l'entendre nous-mêmes. On devient donc un danger pour les gens alentour, les conducteurs des véhicules d'urgence et nous-mêmes. Donc on baisse le volume à un niveau raisonnable afin de s'économiser une amende et nos oreilles.
Vous avez peut-être remarqué que lorsque la police arrête quelqu'un sur la route, ils placent leur voiture un peu à l'intérieur de la voie adjacente. C'est pour créer un coussin de sécurité entre eux et la circulation. Dépendamment d'où vous conduisez, il peut aussi y avoir une loi qui s'appelle le corridor de sécurité. La loi du corridor de sécurité stipule que l'on doit laisser une voie entière libre entre nous et un véhicule d'urgence que l'on dépasse, si possible, si ces feux clignotants d'urgence sont activés. Le but ici est de laisser une zone de sécurité à proximité immédiate du véhicule. Si on doit franchir une ligne pleine dans une rue à double sens, on n'hésite pas à entrer assez dans la voie opposée afin de laisser assez de place entre nous et le véhicule d'urgence. Avant de le faire, on s'assure de céder le passage à la circulation en sens inverse, bien sûr, et de faire la manœuvre au complet en toute sécurité. S'il n'est pas possible de laisser une voie entière entre nous et le véhicule d'urgence, on ralentit et on se tasse le plus possible vers la direction opposée. Plus le véhicule d'urgence est proche, plus on ralentit. Et cette loi ne s'applique pas uniquement aux véhicules d'urgence. Elle s'applique également à certains véhicules d'entretien, comme les dépanneuses, et certains véhicules gouvernementaux, comme le contrôle de la circulation. Les véhicules d'entretien et gouvernementaux ont généralement des feux jaunes, tandis que les véhicules de police en ont des rouges et bleus, et les ambulances et camions de pompiers, des rouges. Mais ça peut être différent selon l'endroit où vous conduisez. Et notez que c'est seulement quand les véhicules d'urgence ont leur feu d'urgence activé. S'ils ne les ont pas, on n'a pas besoin de laisser une voie complète entre nous et eux, mais on s'assure quand même, bien sûr, de garder une distance sécuritaire, tout comme on doit le faire dans n'importe quelle autre situation. Soyez prudents dans ces situations, car en plus du potentiel d'éviter des blessures graves, voire de sauver des vies, si on ne respecte pas cette loi, les amendes peuvent être assez salées, autant en termes d'argent que de points d'inaptitude. En conclusion, ces professionnels mettent déjà leur vie en danger tous les jours pour assurer notre sécurité, donc on essaye de faire notre part afin de leur rendre la tâche aussi facile que possible. Dans la prochaine vidéo, les facteurs externes à l'examen, c'est-à-dire certaines choses sur lesquelles on n'a pas un contrôle total, mais qu'on peut quand même contrôler à un certain degré. Dans la vidéo qui suivra, je discuterai de certaines choses sur lesquelles on a le contrôle et qui peuvent faire en sorte que notre examen soit plus facile. Donc restez à l'écoute et à bientôt. 14 Rockaway Road.